Le problème, c'est que c'est très difficile de toucher la personne qui ne s'informe pas, tu vois, qui ne se nourrit pas intellectuellement par rapport à sa santé. Des choses auxquelles tu t'attendais pas, des comportements à changer qui permettraient d'améliorer la longévité. Il y en a un qui va augmenter son risque de pathologie et l'autre, qui va diminuer son risque de pathologie, de mortalité, toutes causes confondues, s'il fait du sport, qu'il a une bonne alimentation, un bon sommeil. Au Japon, si ton IMC dépasse une certaine mesure, la mutuelle ne te protège plus ou tu peux pas adhérer à la mutuelle de l'entreprise. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on voit que les jeunes aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 40 ans, ils ont une capacité VO2 max cardio-respiratoire beaucoup plus faible. Les gens sont relativement sensibilisés au fait que leur mode de vie aura un impact sur le fait d'avoir des enfants ou non et sur certaines maladies qui seront transmissibles aux enfants. Et en nutrition, c'est toujours comme ça. En général, tout est une question de trade. Bienvenue dans Corps et Conscience, le podcast des hommes qui veulent reprendre le contrôle de leur corps et de leur conscience. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Tristan Maruyama, coach, diététicien et aussi diplômé de la faculté de médecine de Lille en longévité et vieillissement. Merci d'être avec nous aujourd'hui, Tristan. Et pour commencer, j'ai une question pour entrer directement dans le vif du sujet. Comment ça se fait qu'en tant que coach et diététicien, tu te sois orienté vers la longévité et que tu aies réussi à obtenir un diplôme d'une faculté de médecine? Très bien. Alors, salut Benjamin, merci de m'accueillir dans ton podcast. Alors, pour répondre à la question pourquoi je me suis orienté sur la longévité, et donc je vais répondre les deux en un, et comment j'ai fait pour avoir un diplôme d'une faculté de médecine. En fait, c'est un diplôme universitaire, donc c'est pas un doctorat de médecine. C'est une spécialité qui est adressée aux professionnels de santé, donc diététiciens, nutritionnistes, médecins, évidemment, kinés. Et en fait, c'est vraiment spécialisé sur la longévité et ce qu'on appelle le bien vieillir, parce que tout le monde, va connaître, le vieillissement, on le connaît déjà depuis notre naissance. Mais la question, c'est de savoir comment vivre ce vieillissement en étant dans la meilleure santé possible, sans perdre trop en capacité physique, voire en améliorant ses capacités physiques. Ça dépend, d'où l'on part, qu'est-ce que l'on fait, qu'est-ce qu'on veut. Et donc, voilà, je crois que ça répond à ta question. Et pourquoi je me suis intéressé à la longévité? Hem, bon, déjà, c'est quelque chose qui va me concerner, qui concerne mes proches et sur lequel il y a de plus en plus de recherches, d'avancées, de solutions aussi. Et c'est pour ça que c'est un secteur qui a fait un boom incroyable, qui est passionnant parce que tous les jours, tu as des nouvelles recherches, dans la longévité. Comment faire pour, donc la longévité, c'est comment faire pour étendre son espérance de vie, mais aussi sa qualité de vie en bonne santé. Son espérance de vie en bonne santé donc. Et moi, ça me touche aussi un peu, particulièrement parce que comme je suis originaire du Japon, il y a aussi, toute cette culture vis-à-vis de la longévité. Donc voilà, plein de raisons pour lesquelles, j'ai fait ce diplôme. Génial, excellent et merci pour ce partage, Tristan. Donc toi, tu as commencé, par un diplôme de coach. Ensuite, tu es passé sur, la partie nutrition diététique et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que tu t'es, formé, lancé, dans ces domaines-là? Très bien. Alors, j'ai d'abord fait le diplôme Ah, diététicien j'ai inversé. nutritionniste, puis ensuite coach. Mais en soi, j'avais toujours l'idée de faire les 2 en même temps et d'avoir plusieurs cordes à mon arc pour, accompagner des patients, des clients, bon. Alors comment les appeler, patients, clients? Aujourd'hui, je les appelle mes suivis. Mais, en fait, pour moi, c'était évident quand je faisais le diplôme de diététicien, nutritionniste, qu'il fallait ajouter la dimension de l'activité physique, évidemment du sommeil et cetera. Parce que ne serait-ce que pour une perte de poids, si tu veux perdre de gras, toi tu le sais extrêmement bien, c'est que si tu fais pas, de renforcement musculaire par exemple, tu as un catabolisme musculaire, donc tu vas fondre musculairement et le résultat final, même si tu perds 10 kilos, même si tu perds 15 kilos, moi tu C'est pas auras, esthétique voilà, c'est que tu vas et pas sain. peut-être perdre ta bedaine et cetera, mais en même temps, tu vas te retrouver avec un physique, tu vois, qui est pas nécessairement très puissant, très fort, très robuste, très structuré. Et en fait, tu vas te rendre compte que, tu aimais bien quand même, remplir un petit peu, le t-shirt, mais aux bons endroits, si tu veux. Là, je te parle vraiment de l'aspect esthétique, tu vois? Parce que c'est un petit peu la demande qu'on a très souvent tous les 2. Personnes qui viennent te voir et te disent, tu connais par cœur: «Voilà, je veux perdre, j'ai 10-15 kilos en trop, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol».
l'été prochain, je veux enlever ça avant la saison estivale. Et pour ça, le meilleur moyen, c'est pas que la diététique, en fait, et c'est dommage. Alors, potentiellement, tu vas voir un diététicien nutritionniste, un coach sportif et potentiellement, tu vois, un préparateur mental, des choses comme ça pour, préparer l'été, mais enfin, ça fait trop de personnes à la fois, donc j'essaie de tout combiner en un, comme toi, et ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats possibles, pour les clients, pour les suivis. Super. Et d toi, aujourd'hui, tu as déjà pour rebondir, je te suis à 100 et je pense que ceux qui me suivent le savent qu'on a bien plus de résultats avec une approche complète. Et ensuite, toi, du coup, ta mère est japonaise, Ouais, c'est ça. as du coup des origines japonaises, donc c'est le pays de la longévité, le pays, un petit peu mystifié autour de ça. Bon, dans la réalité, on sait bien qu'il y a aussi toute une partie de la population, qui a aujourd'hui, une moins bonne hygiène de vie et que c'est, pas l'idéal qu'on souhaite. Alors il y a l'île d'Okinawa et quelques endroits qui sont incroyables en termes de longévité. Toi, est-ce qu'aujourd'hui tu utilises ces origines-là? Est-ce que tu utilises cette histoire familiale dans ce que tu fais? Alors, est-ce que j'utilise ces origines? J'utilise la culture japonaise pour mes suivis. Par exemple, la manière dont moi je fais progresser mes clients, c'est que j'utilise, un principe qui s'appelle le kaizen, où je pense que toutes les personnes, en beaucoup de personnes en entreprise connaissent. Donc c'est, améliorer par petits incréments chaque semaine, nouveaux objectifs et cetera. Donc, ça, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Ensuite, faut savoir que le Japon, en fait, on est connu pour la longévité parce qu'on a l'espérance de vie la plus élevée au monde. On a aussi le taux de surpoids et d'obésité, parmi les moins élevés. Soit on est champion, soit on est top 3. Mais du coup, tu vois, les 2 sont un peu liés. Parce que quand tu es en surpoids, obésité, quand tu es un sumotori, ton espérance de vie, elle est, grandement diminuée. Donc, moi, c'est quelque chose que j'intègre. Après, mes armes, je les ai faites, aussi en France. Mes diplômes sont français. Donc, j'ai un petit peu les 2 aspects et j'essaie de mettre, un petit peu le meilleur des mondes dans le suivi, mais surtout ce qui s'adapte au contexte et à la culture de la personne, tu vois? Parce que nous, on a une culture qui est très particulière, tu vois? On mange du riz, nature, sans sauce, sans herbes, sans épices et cetera. Pour, un Français, un Italien, un Espagnol, c'est pas forcément, très simple, tu vois? Un plat sans sauce, et donc, faut vraiment s'adapter à chaque personne. Enfin, ça tu connais très bien, je pense que je t'apprends rien, mais, heu, voilà. La personnalisation est la clé, des succès. Quand on suit quelque chose de générique, en général, ça fonctionne pas et ça mène à des erreurs et ça, c'est ce qu'on voit souvent. Maintenant, toi, dans ce parcours-là, donc tu personnalises, tu as une approche, sur différents secteurs, différents domaines avec du sport, de la nutrition et une approche aussi mentale de travail sur, du coup, faire durer les habitudes dans le temps. Oui. Hem Et la partie donc Japon, tu t'en sers sur le plan Kaizen, s'améliorer petit à petit au fur et à mesure et aller chercher toujours un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a d'autres, points de la culture japonaise que tu as, introduits dans tes accompagnements? Dans mes accompagnements, en fait, donc comme je t'ai dit, ça dépend vraiment de la personne parce qu'il y a des personnes qui vont être, beaucoup plus sensibles à certains sujets que d'autres, et je pense que les gens, ils choisissent aussi leur coach parce qu'ils, tu vois, il y a un fit avec la personne. C'est-à-dire Complètement. on peut être un excellent coach, avoir eu des excellents résultats, des personnes qui sont très contentes, tu vois, d'avoir perdu du gras, d'être en meilleure santé, de se sentir mieux. Ce matin, j'ai reçu un message, c'était, une cadre de 57 ans, tu vois, qui m'a dit, qu'on lui avait dit qu'elle paraissait plus rayonnante. Elle m'a dit: «Plus rayonnante, plus énergique», et tu vois, ça c'est quelque chose que me dirait pas un mec, tu vois? Et donc pour amener à ce genre, Rayonnant. voilà, c'est ça, mais pour amener à ce genre de résultat, en fait, c'est pas nécessairement la même approche. Tu as celui qui veut, ouais, qui veut reprendre, de l'énergie. Il y en a un, c'est vraiment physique. Du coup, j'essaye d'apporter la bonne chose à la bonne personne au bon moment, et ça, c'est un petit peu le taf du coach, je pense. Complètement. Et pour rester sur la partie Japon, qu'est-ce que le Japon fait aujourd'hui mieux que la France en termes de santé, surpoids, Mmh. longévité? Je pense qu'il y a pas mal de choses,
Bon, premièrement, au Japon, en fait, il y a déjà cette, cette culture qui est ancrée vis-à-vis de la santé, de la longévité, de se sentir bien aussi, d'être kenko. Donc tu vois, le fait de marcher, par exemple, pour, se déplacer dans la ville, même si on habite une grande ville, type Tokyo, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile, je trouve, ne serait-ce que par les infrastructures, tu vois? Tu un peu C'est-à-dire? C'est-à-dire que les choses sont faites de manière à ce que tu puisses, un petit peu tout faire à pied et que les trajets soient assez agréables. Tu es allé au Japon? Jamais. Jamais? Bientôt? J'espère. Ouais, bah, ça, tu vas t'en rendre compte, c'est qu'il y a des endroits, par exemple, on va prendre les États-Unis, je sais pas si tu es allé aux États-Unis, mais Alors, j'y étais, justement il y a un mois et j'ai ouais, toujours entendu qu'aux États-Unis, les gens faisaient tout en voiture ouais, et qu'on mangeait super mal et tout et j'ai écrit plusieurs posts LinkedIn pendant que j'étais aux États-Unis justement, ouais, parce que j'ai été choqué. j'ai vu ça. C'était l'inverse. En fait, j'étais à Miami, donc c'est très particulier. Il faut Ouais, savoir bah, que c'est Miami, top, c'est, le côté beaucoup plus européen, Amérique du Sud. bien sûr. C'est la moitié des gens parlent espagnol. On parle, limite plus espagnol à Miami qu'anglais. Ah ouais? OK. C'est fou ça et c'est très, très, très orienté santé. Les gens font tous du sport. Il y a des salles de sport Ils partout. sont tous beaux, ils sont Ils tous sont tous jeunes, beaux, tous, chirurgie esthétique, non vraiment ouais, c'est abusé, c'est vraiment choquant et en fait je n'ai pas vu une seule personne en obésité. Sur 10 jours, j'ai pas vu un seul obèse à mmh, Miami. ouais. Donc le pays de l'obésité, bah, j'ai pas vu d'obèse. Mais c'est vraiment à part. En fait, c'est un monde à part. On a Miami qui est comme ça, on a, quelques endroits autour de San Los Angeles. Francisco, Los Angeles qui sont un petit peu comme ça, mais le reste des États-Unis, n'a rien à voir et en fait, c'est juste quelques endroits, où il y a tous les influenceurs fitness et après c'est fini. Dont Donc toi. c'est ça, c'est pour ça que j'étais à Miami. Non, non, j'y étais pour un séminaire, professionnel. Donc ouais, aux États-Unis, les gens marchent très peu. En Europe, on marche un petit peu et au Japon, on marche beaucoup. Donc on pourrait le classer comme ça. Voilà, on a un nombre de pas plus élevé, mais c'est pas justement, enfin, seulement le nombre de pas. D'ailleurs, la recommandation 10 000 pas par jour, Et ça vient du japonaise. Japon et D'une japonaise. campagne publicitaire Voilà, japonaise c'est ça. il y a 30 ans ou je sais plus pour quand c'était pour C des JO, Ouais, c'est à peu près ça, mais en fait, c'est ce que je veux dire, c'est que tu as un petit peu toute la politique du pays et la culture du pays qui est agencée de manière à ce que les habitants, ne développent pas des tu vois, des surpoids, des diabètes de type 2, des hypertensions artérielles, des maladies chroniques en lien avec le mode de vie. Parce que ça coûte extrêmement cher, c'est mauvais pour la productivité du pays, pour le bien-être des individus évidemment, pour quoi la cohésion sociale et cetera. C'est pour ça que tu vois en entreprise par exemple, enfin tu as certaines mutuelles qui t'imposent à être, sous un certain IMC, un certain tour de taille, ce qui à ma connaissance est pas le cas dans les autres pays, tu vois? Et donc au Japon, si ton IMC dépasse une certaine mesure, la mutuelle ne te protège plus ou tu peux pas adhérer à la mutuelle de l'entreprise. ouais, c'est ça. Alors je sais pas si c'est aujourd'hui encore d'actualité parce qu'il peut y avoir des tu vois, des changements de réglementation et cetera, mais Si le ils wokisme s est voilà, arrivé. ouais, par rapport à la santé, ils sont pas trop, enfin ils sont assez rigides quand même, tu as pas enfin, tu pas trop intérêt à être, en obésité, en surpoids sévère au Japon, je pense. Sinon, genre, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un se ferait renvoyer de son entreprise si, Je pense que il c'est reste en possible, tu penses que c'est mmh. possible? Il y a une pression sociale et il y a aussi le fait que, physiquement, le Japon, les maisons japonaises, bah, surtout les anciennes maisons japonaises, mais toi, tu vas t'en rendre compte, tu fais 1,80 m je crois. C'est qu'on a beau, pas être, extrêmement grand, extrêmement musclé, comme toi, en fait, au Japon, vraiment, les choses sont plus petites, tu vois? Les portions sont plus petites, les maisons sont plus petites, les habitats sont plus petits, même, la hauteur, tu vois, dans les Shinkansen, dans les trains, c'est plus bas. En fait, c'est pas vraiment, les choses sont pas vraiment faites pour toi si tu es un gros bodybuilder d'1,90 m, 125 kilogrammes, quoi. Et du coup, en fait, naturellement, je pense que tu converges vers, cette stature de japonais. Tu comprends? Donc tu penses qu'il faudrait, avoir des portes plus petites en Europe? C'est ça que tu dis? Bah, Non, je figure-toi déforme tes propos, mais non, mais figure-toi non, c'est un vrai sujet parce que figure-toi qu'il y a pas mal d'Américains, j'ai lu ça assez souvent,
comme anecdote, des Américains, des Américaines qui venaient à Paris et qui ne comprenaient pas, en fait, pourquoi tout devenait plus petit. Tu vois? Les portions étaient plus petites, qu'il y a pas tout qui était accessible, tu vois? Par exemple, le métro, faut souvent, faut monter des escaliers, faut bouger un petit peu et ça, en fait, c'est vraiment, représentatif de la différence de culture au niveau du mode de vie, du déplacement. Donc aux États-Unis, potentiellement, tu peux tout faire en voiture, tu vas au supermarché, tu prends un cart, tu mets les aliments dans ton caddie, tu vois? Les caddies, ils sont énormes, les portions, elles sont énormes et cetera. Au Japon, c'est impossible. C'est tout petit, c'est un peu la culture du kawaii, du chisai, de ce qui est mignon et de ce qui est petit Aux et États-Unis, pour la première fois, je me suis dit: «Enfin un endroit où j'ai pas besoin de commander 2 plats au restaurant pour manger à ma faim». ouais, Et c'était agréable, mais dans le sens inverse. Après, je mange beaucoup, je fais du sport, donc bon, c'est normal. Mais ouais. c'est vrai qu'au restaurant, j'ai tendance souvent, soit je prends entrée, plat, dessert, soit je vais me prendre 2 plats, un dessert, ou Mmh. alors c'est, je suis avec ma copine et du coup, je finis son assiette et ça va. Mais sinon, je sors du restaurant avec juste un plat et un dessert, j'ai encore faim, quoi. Gourmand. Ouais. Je suis un peu comme toi, c'est que quand on est très actif, quand on fait beaucoup de sport, puis en plus tu as une activité qui est très prenante sur le plan cognitif, c'est que tu crames beaucoup d'énergie en fait. Il faut que tu t'alimentes. Carrément. OK, donc le Japon, une inspiration sur le modèle de la nutrition, de la santé globalement pour toi et au niveau de la longévité, est-ce qu'il y a des choses qui font qu'on devrait importer, qu'on devrait, faire ici en Europe? Sans doute, mais il va falloir les adapter. On peut Mmh. pas transposer le Oui. modèle japonais sur les Français parce que c'est pas la même culture, on n'a pas les mêmes aliments. Nous, on mange énormément de poissons, on est une île, tu vois? Le poisson est beaucoup plus accessible, c'est moins cher. On a du bon poisson frais, tous les jours, disponible, heu, très 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 proche de chez nous. Si tu veux, quand tu es dans une culture comme on reprend les États-Unis parce que c'est vraiment le mauvais exemple, c'est très difficile, je pense, à part quand tu es à Miami, c'est très difficile, je pense et très coûteux de manger sainement et de manger dans des portions, raisonnables et du coup, je pense que ça dépend vraiment des individus, mais il y a sans doute beaucoup de choses qu'on peut importer, depuis le Japon. C'est un peu moi je dis: «C'est un peu une autre planète», et du coup, c'est intéressant de voir ce qu'ils font, mais de voir comment tu peux l'adapter à ton mode de vie à toi, c'est surtout ça le challenge. On peut pas transposer une culture, ça on l'a vu, dans d'autres, circonstances historiques, on va dire. Maintenant sur la partie, longévité. Hem, Moi, il y a des choses que je trouve, très intéressantes sur ce que vont faire les Japonais. Donc, tu en as parlé côté nutrition, de manger des plus petites portions, de pas, saturer son ventre et de pas manger à sursatiété. On a aussi après, on en parlait, auparavant avec, Pauline sur la partie, microbiote, complémentation et d'avoir ces apports, sur différents sujets. Mais les Japonais mangent beaucoup d'algues, donc ils ont pas de carence en iode et il y a Ouais et avec différents le sujets poisson comme ça aussi, qui vont être très assez iodé. pertinents. Et est-ce que toi, tu vois des choses qu'on pourrait facilement, reproduire ou un petit peu modifier dans notre alimentation, dans nos comportements ici en Europe, en dehors de la marche, ajouter plus de marche ou d'avoir des plus petites portions? Ouais, bien sûr. Alors, typiquement, l'ail, tu vois, c'est un bon exemple. C'est-à-dire qu'en France, il y a, enfin, très peu de personnes mangent de l'algue, tu vois? J'ai très peu entendu des personnes, me dire que voilà, l'algue, c'est un aliment, au quotidien chez eux. Donc d'autres choses qu'on peut inclure à part la marche et l'activité physique, il y a le côté communautaire, cohésion sociale. Je trouve qu'il est assez important au Japon, notamment à Okinawa. Donc, Okinawa n'est pas représentatif du Japon comme, Miami n'est pas pour les États-Unis, mais Okinawa, pourquoi c'est, les champions de la longévité dans le monde? C'est pour plusieurs raisons. Déjà, leur alimentation, beaucoup de produits bruts, beaucoup de produits végétaux, des produits, fermentés aussi, je pense notamment au natto, c'est du soja fermenté, c'est l'aliment le plus riche, par exemple, en vitamine K2, très intéressant pour le microbiote intestinal parce que c'est un probiotique, c'est très chargé en bactéries, en C'est un bonnes peu comme bactéries. le chou fermenté? C'est ça et Ça, j'ai un petit peu de mal, je pense oui, comme pas mal de personnes. Comment ça s'appelle déjà le chou la fermenté? choucroute?
Non, le chou japo c'est Ah, coréen? le kimchi, Le ça kimchi. c'est coréen, ouais. Ouais, ah le kimchi, j'ai un petit peu de mal. Ouais, Donc le le natto, c'est similaire au kimchi? c'est pire. C'est C'est pire. pire parce que c'est une texture faudrait que je t'en offre, c'est je vais voir si je peux t'en donner une boîte, que tu fasses le test en live, en vidéo. Mais Avec plaisir pour la même vidéo. pour moi, c'est vraiment faut être habitué, quoi. Tu vois? Je pense que c'est un peu à l'image du camembert pour, l'étranger. OK. Et tu en consommes quand même pour ta ton microbiote et ta santé? Ma mère en consomme énormément et j'en suis très content OK. parce que c'est concrètement, c'est nutritionnellement, c'est incroyable comme aliment. Qu'est-ce que ça va donc les aliments fermentés, eux, vont avoir un intérêt, énorme sur le microbiote, sur, Ouais, potentiellement, les ouais. bonnes bactéries qu'ils vont pouvoir Oui, apporter, c'est ça. sur, certains nutriments, qu'ils vont aussi pouvoir apporter. Bon, Oui, côté vitamines, ça, il y en aura moins puisque c'est fermenté ça et dépend. Ça dépend des aliments. Par exemple, le natto, c'est l'aliment le plus riche de loin en vitamine K2 et c'est OK, assez difficile avec une alimentation, française ou américaine, d'atteindre les taux optimaux en vitamine K2, qui sont à peu près à 150-200 microgrammes par jour. Donc on en a un petit peu, tu vois, dans le fromage, par exemple. Dans le beurre cru, ça je recommande pas nécessairement parce que ça peut poser ça peut augmenter un petit peu le LDL cholestérol. et Hem, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme avantage dans le natto, comme intérêt? Bah, nutritionnellement, en fait, c'est hyper protéique OK, parce que ce qui est fermenté généralement, tu as le gain tu un gain de protéines avec, le processus de fermentation parce que tu as des bactéries. C'est un petit peu comme, la levure du pain, tu vois? Ou la levure de bière, c'est très protéique comme aliment. C'est très peu gras. C'est fibreux, c'est protéique et fibreux. Tout ce qui est protéique et fibreux, généralement, à part, si c'est ultra, ultra, ultra transformé et qu'il y a beaucoup de sel à côté, plein d'additifs et cetera. Ce qui est protéique et fibreux, tu vois, c'est deux nutriments, ça tu le sais bien, qui sont plutôt pro santé et alors les protéines, je dirais pas qu'on en manque dans la population générale en France, oh, mais les je fibres, dirais qu'on en manque. ça franchement, ouais, ça dépend des personnes, mais les fibres, ça, c'est sûr et certain que la majorité de la population Mmh. mondiale et française n'atteignent pas le quota, enfin les recommandations minimales qui sont à 30 grammes par jour selon l'ANSES et optimal, ce serait peut-être, vers les 50 grammes par jour, et ça les gens ne s'en rendent pas compte, mais ça veut dire manger peut-être, pratiquement 1 kilo de fruits et légumes, tu vois? Avec une dominante légumes. Manger des protéines et des légumes. Ouais. Ah vraiment, c'est le premier point sur lequel je travaille avec, la plupart de mes coachés. Mmh. C'est en fait, quand un homme, de 50 ans arrive, veut perdre du poids, bah, qu'est-ce qu'on fait? On regarde son alimentation Oui, et bien là, on sûr. voit qu'il y a pas assez de protéines. Il y a des protéines au déjeuner, un petit peu au dîner de temps en temps Oui. et on se sent coupable de manger, cette entrecôte et on se dit: «Ah bah, il faut que je réduise ma consommation de viande» parce qu'on me dit: «La viande, c'est mal» Ouais, la et viande du rouge le coup soir, ça je l'entends, souvent. et du coup, on se retrouve à pas avoir assez de protéines sur une journée. On les un mec de 80 kilogrammes, il va consommer, 50 grammes de protéines sur sa journée. Il va manger un petit peu de légumes, de fruits et il va manger beaucoup de glucides et en fait, la clé de, sa perte de poids, elle va être là. Ça va être manger, 2 voire quasiment 3 fois plus de protéines, donc des protéines à chaque repas, en variant évidemment. Oui, Viande rouge à chaque repas, non, mais il y a pas que la viande rouge, voilà. Ensuite, et pas que manger l'entrecôte. beaucoup plus de légumes et après à partir de là, on va avoir déjà une base beaucoup plus intéressante et je pense aussi que c'est ce que tu fais, toi, quand tu vas accompagner quelqu'un. Bon après chacun, ses préférences niveau aliments, mais je parle sur Ouais, les bases, protéines, légumes et après, réduire un petit peu les glucides pour avoir, un meilleur, dessin en termes de macronutriments. bien sûr. Bah, de toute façon, pour atteindre tes besoins physiologiques, tu as donc, les aliments, qui sont des outils qui sont chargés de nutriments. C'est pas que des nutriments les aliments, mais si tu veux, le corps, surtout le corps d'un homme, tu vois, d'une certaine stature et cetera, il a besoin, surtout s'il fait du sport, de plus de nutriments que la moyenne de la population et pour apporter ton quota de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments, potentiellement de fibres, de probiotiques, de protéines, d'acides gras insaturés, polyinsaturés, heu, en fait, ton alimentation, souvent tu vas te diriger vers
vers des sources plus intéressantes que d'autres. Donc c'est sûr que si tu remplaces des glucides par des fibres et des protéines, dans la plupart des cas, ça sera plus intéressant sur le plan de la composition corporelle. Après les glucides, c'est pas non plus, je trouve, un mal, parce que, par exemple, pour la performance sportive, si tu veux performer, que ce soit sur de la haute intensité ou sur du running ou autre, ce sera beaucoup plus facile, avec des bons apports en glucides, quoi. C'est clair, attention, il faut pas diaboliser les glucides. Ouais, bien Je sûr. suis pas un fan de notre ami, Kenzie, Chopé avec, avec le glucose révolution et de vraiment bannir, on va dire, quasiment, les glucides. Hem, les L'alimentation, dans ma vision des choses, ça doit quand même être assez personnifié et il faut voir quels sont les besoins de la personne, Bah, c'est comprendre la indispensable. personne Ouais. et à partir de là, on va pouvoir, faire des choix. Mmh. Pour apporter de l'énergie, on a que deux solutions, vraiment 2 solutions durables. Les protéines ne sont pas une source d'énergie. Même si on peut avoir de l'énergie avec les protéines, c'est pas une source d'énergie. Donc ce sera soit les glucides, soit les lipides et à partir de là, bah, on va voir ce qui correspond le plus à la personne, ce qui est possible dans son mode de vie, comment le Ouais. faire, quel, va être le bon niveau, d'énergie. Mais quand on veut perdre du poids, en fait, il faut comprendre que la perte de poids, je m'adresse surtout à nos téléspectateurs, hein, attention, puisqu'on fait, la même chose avec Tristan, globalement. Mais quand on veut perdre du poids, en fait, il faut comprendre que on doit pouvoir diminuer ses apports en énergie et utiliser l'énergie du corps. Donc pour faire ça, Mmh. ben, on va vouloir changer le ratio énergétique qu'on a. Et donc sur ça, évidemment, il va falloir faire des choix, pertinents et comme tu l'as dit, les glucides ne sont pas forcément à bannir, ça va dépendre, de l'intérêt et un sportif qui a besoin de plus d'énergie aura certainement besoin de glucides. Toi, tu préfères les glucides ou les lipides? Les Moi, graisses ou le je sucre? suis un peu dans un entre-deux. Niveau glucides, je vais en consommer assez peu. Je vais me consommer beaucoup de protéines, beaucoup de légumes et on va dire, un petit peu de lipides, un petit peu de glucides. Donc je serai dans un entre-deux. La diète cétogène, en fait, pour vraiment être en cétose et pour être full lipides, c'est hyper compliqué à tenir. Il faut avoir, 3 jours de suite, où on va pas consommer de glucides et en fait, il faut être très régulé tout le temps. C'est contraignant socialement, contraignant, en termes d'entraînement et pour que le corps, il puisse vraiment fonctionner à base de lipides, seul, c'est des contraintes tout le temps et moi, dans mon approche, je montre un mode de vie sans contrainte. Moi, ce que j'apprends à faire à mes coachés et aux personnes que je vais accompagner, c'est se faire plaisir facilement. J'aime en plus de ça la pâtisserie, les cookies, sucreries, donc j'ai pas envie de m'en priver. Moi, le but, c'est de pouvoir, transmettre ça. Donc si je commence à avoir une diète cétogène qui est contraignante et que derrière je dis à mes clients: «Bah, pas de contrainte», il y aurait un petit peu un problème, d'alignement, on va dire. Donc je suis dans un entre-deux avec, on va dire des glucides où je me dis pas: «Bah, il me faut des glucides à chaque repas». Mais des glucides, je vais en consommer une fois par jour à peu près et après j'aurai des repas avec, viande, légumes, de l'huile d'olive en à plus ou moins de quantité selon si je dois prendre du poids ou en perdre et voilà et ça me suffit et des noix et des amandes aussi. Ce sont Ouais, bonne source de lipides. c'est ça. C'est que l'alimentation cétogène, tu vas retirer tout un groupe d'aliments, donc tous les féculents, tous les glucides et cetera, pour, comme tu l'as dit, sous 3 jours, essayer de passer en cétose, donc utiliser tes graisses comme carburant. Le problème principal de ça, tu l'as dit, c'est qu'il y a très peu de personnes qui sont capables, sur le moyen long terme, de tenir un régime cétogène et qu'est-ce qu'ils vont faire une fois que cette alimentation cétogène, ça marche plus pour eux, ils arrivent plus à la tenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, c'est pas Henri. Et l'alimentation cétogène, honnêtement, je trouve ça très intéressant pour un sportif de haut niveau qui est prêt à adopter ce changement-là. Parce que ça permet d'avoir plus de régularité, on va dire et moins de hauts et bas et ça, moi, je le ressens, avant, j'avais une alimentation très, glucide, classique, full, glucides où il y avait beaucoup, d'apport d'énergie pour avoir plus de glycogène pour le sport, pour mes entraînements Mmh. et quand je suis passé sur une alimentation avec beaucoup moins de glucides et plus de lipides, déjà, je l'ai senti, même sans être en cétose, mon énergie est plus régulière. Ça me permet de ne pas avoir de baisse d'énergie à 14 heures, d'être, plus en forme. Donc là, on tourne ce podcast, par exemple, à 14 heures. J'ai mangé un gros bol de riz avec, de la viande avant. Bah, je me sens un peu plus lourd, un peu plus fatigué que si j'avais mangé de manière plus classique viande, légumes et je me serais senti plus léger. Donc là, on rentre aussi dans
Une autre question qui est, les associations alimentaires avec, protéines, glucides qui sont difficiles à digérer ensemble. Mais du coup, oui, moi aujourd'hui, je trouve que le mieux, c'est quand même de trouver une alimentation qui nous permet d'être, bien sur le temps long, d'avoir de l'énergie, de se sentir léger et de pouvoir, performer, que ce soit dans le sport ou, son travail ou sa vie familiale en fonction de ce qui est important pour nous. Oui, tout à fait. Hem, Pour changer de sujet, tout à l'heure, tu as abordé un point qui m'intéresse énormément. Tu as dit la première chose que tu as dit, c'est sur l'île d'Okinawa, les gens sont heureux parce qu'ils vivent en communauté. Le bonheur, on on le mesure souvent par rapport au niveau de santé, par rapport à comment on se sent, tout ça. Il y a un point qu'on néglige beaucoup trop souvent, c'est le bien-être psychologique et l'entourage social. mmh, Qui est-ce qu'on a autour de soi? Qu'est-ce qu'on fait de sa journée? Quels sont les liens sociaux? Et il y a eu plusieurs, ouvrages qui ont beaucoup étudié ça, que ce soit, Durkheim avec le suicide, où il parle des gens qui s'isolent et qui finissent par se suicider, ou d'autres ouvrages qui sont vraiment intéressés à l'entourage social. Et en France et dans le monde occidental, c'est un point qui est complètement négligé. Donc toi, comment est-ce que tu vois ça et pourquoi est-ce que le mode de vie japonais te plaît autant dans ce mode de vie communautaire et est-ce qu'on pourrait changer ça en France? Est-ce qu'on pourrait, s'en inspirer pour améliorer ça? je pense que c'est un mal, de génération, parce que ça touche aussi les Japonais, ce problème. On sait en longévité, pour avoir une bonne santé le plus longtemps possible, qu'il y a des fondamentaux, il y a des piliers. Donc les piliers, je vais te les dire, les plus importants. Donc il y a la nutrition, dont on parle depuis le début, il y a l'activité physique, le sport, on peut mettre les 2 ensemble. Il y a justement le facteur social, le facteur communautaire. Il y a, également le sommeil. Bon, ça c'est peut-être, l'un des piliers santé, les plus importants parce que, moi je le vois, je suis des personnes qui travaillent énormément, sont très stressées, parfois et cetera. Quand ils font une mauvaise nuit, le lendemain, je vois tout de suite, il y a probabilité, tu vois, de vouloir, pas faire ses séances, de vouloir, boire de l'alcool, manger des aliments ultra transformés, très sucrés et cetera, qui est beaucoup plus importante. Et il y a aussi de la rétention d'eau, donc il perd du poids et cetera. Donc vraiment une très mauvaise nuit de sommeil, ça peut t'impacter sur tous les plans. Et pour terminer, donc il y a alimentation, nutrition, cohésion sociale, sociabilité, le sommeil et avoir un but dans la vie aussi. Et ça, je pense que le côté social et but dans la vie, c'est quelque chose, nous, en tant que coach, qu'on 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 doit connaître, mais sur lequel on n'a pas nécessairement une prise en charge directe, mais qui influence beaucoup ta qualité de vie, ton espérance de vie, donc jusqu'à quand est-ce que tu vas vivre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus isolés. Ouais, en fait, par rapport à il y a 50 ans, je suis quasiment sûr que les gens se parlent beaucoup moins physiquement. Plus de télétravail, réseaux sociaux, anxiété aussi, on voit une montée de l'anxiété. Et ça va t'affecter évidemment, sur plein de plans. Il y a des personnes qui potentiellement, qui vont compenser ça via l'alimentation. Et là, on rentre dans un aspect, émotionnel et psychologique, hem, vis-à-vis de comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on se comporte au quotidien. Et ça, je pense que c'est vraiment un mal générationnel qui touche aussi bien le Japon que la France, que un petit peu, tous les pays, industrialisés. Je sais pas ce que tu en penses? Je te suis totalement là-dessus. Je pense qu'il y a vraiment, un changement avec internet parce que ça part de là, ça part des téléphones, ça part du mode de communication qui a complètement changé, qui a, modifié la qualité déjà des relations sociales en physique. Quand on est sur son téléphone, bah, on est moins avec, les personnes qui nous entourent Ouais. et qui a modifié le nombre de relations physiques. On multiplie les relations, à distance, on diminue celles en physique. Donc, évidemment, je te suis complètement là-dessus. Au Japon, on connaît les histoires des jeunes qui finissent à jouer à des jeux vidéo, qui s'enferment, qui sortent plus de chez eux. Hikikomori, ouais. C'est tu restes chez toi, tu sors plus
Tu te fais livrer ta nourriture, tu joues aux jeux vidéo ou tu es sur internet ou tu lis des mangas, des choses comme ça et ça, c'est une culture, qui n'existait pas nécessairement à l'époque, des samouraïs, tu vois? Où tu étais obligé de sortir, d'être, en contact avec les autres, d'avoir des échanges pour, ne serait-ce qu'avoir un échange de ressources pour t'alimenter. Tu devais aller à l'auberge ou ramener des vivres, tu devais forcément passer par quelqu'un, tu vois? Alors qu'aujourd'hui, comme on peut tout se faire livrer, on peut vraiment ne pas parler à un humain de la journée pendant une semaine, un mois, c'est possible, mais ça va avoir des conséquences dramatiques sur le plan neuro, sur le plan du cerveau. Il y aura une atrophie et sur la santé mentale, tout simplement et ça, tu vois, c'est potentiellement la cause de pourquoi, quelqu'un est dans un mal-être physique, il a pris, 50 kilogrammes, qui veut plus sortir de chez lui, qui est en dépression, voire pire, tu vois? Et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas négliger, le côté social, même si, c'est peut-être plus difficile à adresser et à prendre en charge. Mmh. J'ai lu que quelqu'un qui avait de bonnes relations sociales sur sa vie gagnait à peu près 5 ans d'espérance de vie, Ouais, par rapport à possible. quelqu'un qui avait pas forcément, de relations sociales fréquentes. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est probable, hein. C'est sûr qu'avoir des relations saines avec les personnes, ça transforme complètement ta vie parce que en fait, je veux dire la vérité, c'est que même si je prends quelqu'un en charge, que sur le sport, l'alimentation, le sommeil, c'est un psychopathe, il tu vois, il essaie de faire tout bien, il s'investit, il libère le temps et cetera pour ça. Si les relations sociales, elles sont hyper toxiques autour de lui, j'en donne pas forcément, très cher pour sa longévité, Mmh. tu vois? Parce que vraiment ça peut péter du jour au lendemain et Et tu as parlé du coup des personnes qui sont très rigides, donc disons les go muscu, qui ont, ouais, un mode de vie très calibré où ils comptent leurs, ils pèsent leurs aliments, ils vont s'embêter, manger toujours la même chose. ouais, Et moi j'ajouterais même que ce mode de vie très rigide qui, devient parfois compliqué à vivre, pourrait même avoir un impact sur, le stress, sur comment on se sent, sur son plaisir, bien sûr. qui pourrait avoir un impact derrière sur le long terme sur la longévité. Et je pense que quelqu'un qui a un mode de vie ultra rigide a une espérance de vie, moins longue. Après, le problème, c'est que pour ça, il faut mener des études pour aller valider ou non cette hypothèse. Bah, il y a déjà des études de toute façon qui convergent, vers ce raisonnement. La chose, c'est que quand, heu, au-delà du go muscu, quelqu'un qui a une vie qui est très cadrée, qui a beaucoup de pression, qui est rigide, hem, mais c'est potentiellement aussi le prix à payer, tu vois? Pour un athlète de haut niveau, oui, tu dois être rigide sur certains plans, si tu veux performer. Quand tu mènes une entreprise, tu es obligé, Des enfin, d'être rigide et de faire certains choix, de prendre certaines décisions, de donner un volume, de travail et de subir un niveau de pression qui est très élevé. Mais ça, si tu veux, faut composer avec ça potentiellement. Donc faut voir, comment gérer les choses de manière à ce qu'on puisse avancer, mais qu'on pète pas non plus, en cours de chemin, qu'on fasse un burn-out ou pire, hein. Qu'on en termine. Je te suis, carrément sur ça. C'est important d'avoir une rigidité, qui nous permet, quand même d'atteindre ce qu'on veut, évidemment. Et je pense aussi que le stress, est quelque chose d'important à avoir dans sa vie, un stress sain. On le voit, les personnes qui sont désœuvrées dans leur vie, bah, c'est pas mieux non plus. Il faut avoir, comme tu l'as dit toi tout à l'heure, un objectif, un but dans la vie pour avancer. Maintenant, je vois de plus en plus de personnes qui, en reviennent à dire: «Bah, moi aujourd'hui, je préfère, vivre plus longtemps parce que j'ai des relations sociales, je Oui, m'amuse, je vais en soirée, je bois de l'alcool, tout ça, que vivre, plus longtemps, en fait, parce que, je vais prendre soin de ma santé». Et ce raisonnement-là, c'est, bah, d'un côté, je gagne en espérance de vie en ayant des relations sociales, de l'autre, je gagne en espérance de vie en prenant soin de ma santé à travers la nutrition, je le vois ce que sport, tu veux le dire, ouais. sommeil.
Mais selon toi, lequel des 2 va avoir le meilleur cadre de vie entre celui qui est psychorigide sur sa santé, à tout contrôler et qui gagnera forcément physiologiquement en espérance de vie, Ça mais qui va ça peut perdre être un problème sur le justement. psychologique? Ou l'autre qui néglige complètement le physiologique, mais va faire attention au psychologique, à se sentir bien tout le temps? Lequel vit le plus longtemps? Comment, selon toi? Alors là, faudrait faire, une équation, donc toutes choses étant égales par ailleurs, même individu, même histoire, même génétique, Bien sûr. environnement On différent. on n'est clairement pas au niveau aujourd'hui pour avoir des études qui vont nous permettre de savoir exactement ce qu'il en est. Mais dans ton Faudrait idée, sans potentiellement, le mieux que tu pourrais faire, c'est études sur jumeaux et d'ailleurs, il y a pas mal d'études, sur jumeaux justement sur, é études sur jumeaux en disant à l'un d'aller en soirée, pendant ouais, c'est 20 ça, ans c'est que et à l'autre c'est trop difficile à compliqué. contrôler, comme variable. Mais en fait, si tu veux, dans la santé et en général, tout est une question de trade, c'est-à-dire et en nutrition, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, si on te fait consommer de la charcuterie à hauteur de, 500 grammes par semaine, tu vois? Tu vas avoir potentiellement une augmentation du risque, de cancer colorectal de l'estomac et en plus, comme la charcuterie, c'est extrêmement salé, ça peut te augmenter le risque cardiovasculaire, d'un certain pourcentage, tu vois? Donc en fait, ça veut pas dire que tu vas avoir un cancer et une attaque cardiaque, mais tu vas augmenter le risque et en fait, du coup, entre les 2 individus, il y en a un qui va augmenter, tu vois, ses risques de multiples pathologies, de maladies, toujours parce qu'on généralement, on meurt, d'une maladie, tu vois? On meurt d'une pathologie ou sinon on meurt aussi de vieillesse, mais il y en a un qui va augmenter son risque de pathologie et l'autre qui va aussi qui va diminuer son risque, de pathologie, de mortalité, toutes causes confondues, s'il fait du sport, qu'il a une bonne alimentation, un bon sommeil. Mais par contre, il pourrait développer, tu vois, des comportements assez extrêmes, heu, ou des pathologies, des des patterns mentaux qui l'amèneraient en fait à décéder, prématurément, tu vois? À cause de certains excès et ça, je le vois beaucoup. Je vois beaucoup, en fait, les personnes qui sont dans les extrêmes, il y a toujours une contrebalance qui se fait et par exemple, dans l'alimentation, l'exemple le plus parlant, c'est la personne qui suit un régime draconien, souvent carencé de partout par ailleurs et qui, ensuite a des craquages, des compulsions, tu vois? Vis-à-vis de l'alimentation, vis-à-vis du corps et qui finalement met beaucoup d'attention sur son alimentation, mais qui peut finir avec une anorexie mentale ou une boulimie, se faire vomir ou aller dans d'autres excès que l'alimentation. Carrément, je te suis, à 100 sur ça et ton raisonnement est super intéressant parce que c'est prendre en compte, en fait, toutes les augmentations de facteurs de risque en fonction des comportements de chacun et voir, là où on va avoir le plus de maux, par rapport à la longévité. Aujourd'hui, tu as parlé de, des facteurs de risque, qui vont mener à la mort. La longévité, c'est aussi ça. Donc toi, tu as étudié, cette partie-là à Lille. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise dans les, les principes qui permettent d'améliorer la longévité. Des choses auxquelles tu t'attendais pas, des comportements à changer qui permettraient d'améliorer la longévité et qui étaient, complètement inattendus pour toi. Très bien. Alors, donc avant ce diplôme, j'avais déjà, d'autres diplômes de santé et cetera. Puis ça fait plus d'une décennie que je m'intéresse au sujet, mais par contre, il y a quelques éléments quand même qui m'ont assez surpris. Hem, donc par rapport au sport, l'importance du cardio, par exemple, au-delà de la musculation. Le cardio est on va dire le renforcement musculaire, mais pour que ce soit vraiment simple pour les auditeurs, on va parler de musculation. En soi, c'est dans la littérature, c'est entraînement à résistance. Hem, c'est indispensable pour la mobilité parce qu'on bouge notre squelette avec les os, tu vois? Et on sait qu'on perd en capacité de se mouvoir avec l'âge, capacité, de résister à des contraintes physiques et c'est ce qui fait qu'en avançant dans le troisième âge, heu, on chute par exemple et ça c'est une cause principale des décès. Mais on sait aussi que le cardio, la santé du cœur, les capacités cardio-respiratoires, elles sont indispensables, pour,
Là, c'est plutôt pour l'usine interne, pour notre physiologie et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est le côté but dans la vie. Parce que ça, tu vois, je me disais: «Mais c'est pas du ressort vraiment de la physiologie». Tu vois? Je me dis: «Comment on peut améliorer notre usine interne, notre corps?» Ça vraiment, ça va avoir un impact sur la longévité, mais le fait d'avoir un but dans la vie, on voit que, statistiquement, ça augmente, ton espérance de vie. Alors, je saurais pas vraiment l'expliquer, on peut essayer d'en chercher. Mais ça justement, toi je sais que tu as fait une prépa économique, il me semble. Ouais. On voit que les économistes, souvent, ils ont une excellente longévité. Tu vois? Ils vivent très longtemps, 90, voire plus de 100 ans et c'est quand même dingue, tu vois? Qu'il y ait autant, d'économistes qui vivent aussi longtemps. Donc là, il pourrait y avoir plein d'explications, plein de facteurs. L'économie, c'est la base du monde. L'économiste, il comprend le monde, donc il y a moins de frustration. On comprend le monde et ou au contraire, il y a peut-être plus de frustration parce qu'on se dit: «Mais pourquoi pourquoi les politiciens prennent telle décision?» Oui, mais potentiellement l'économiste, en fait, il va pas à 65 ans, à la retraite, se mettre à complètement arrêter Il va ses continuer ses sur autre études et chose. cetera. Il va continuer à s'intéresser, Mmh. au monde, à se nourrir des nouvelles informations. Tu vois, c'est stimulant parce que le monde, change tout le temps et potentiellement continuer de travailler, continuer ses travaux. Donc tu vois, il a un but de continuer de produire, d'être utile à la société et de par ça, potentiellement, c'est ce qui va le pousser à vivre aussi, tu vois? De rester dans cette course avec un objectif. Parce que quand tu perds, tout objectif, finalement, pourquoi vivre? Complètement. Donc ça, c'est un des points qui t'a surpris et le cardio, en quoi est-ce que ça t'a surpris? Je pensais pas que c'était aussi important, la VO2 max. La VO2 max, Oui, OK, vis-à-vis de l'espérance de vie, OK. la Donc capacité à absorber de l'oxygène. la VO2 max, c'est le volume maximum, de dioxygène qu'on va pouvoir avoir dans les poumons pour, performer, pour, un effort en aérobie. En quoi est-ce que ça joue et qu'est-ce qui se passe, concrètement pour que l'espérance de vie soit impactée par la VO2 max? Alors je vais essayer de le simplifier, mais sur le plan mitochondrial, il y a par rapport à la musculation, tu vas avoir un gain en termes de nombre total de mitochondries dans les cellules OK, et en termes très de clair. qualité aussi. Donc les mitochondries, en gros, c'est, L'usine, de la cellule qui permet au corps de fonctionner, en fait. de créer de l'énergie, de créer de l'ATP, de faire fonctionner, voilà, notre véhicule et donc ça m'a assez surpris l'importance en fait, c'est encore moi, je pensais vraiment que la musculation, l'entraînement résistance, c'était évidemment l'activité reine pour la longévité. Il y a plein d'arguments pour ça, mais en termes d'espérance de vie maximale, le cardio est encore au-dessus. Mmh. Donc c'est pour ça Donc c'est que c'est un mélange des 2 en fait, qui va permettre de vivre dans les ça, meilleures conditions c'est l'idéal, mais tu puisque vois, après si on vise l'idéal, moi, je peux te donner beaucoup de choses et tu vas me dire, non et tu vois, pour faire simple, j'ai 3 enfants, tu vois, j'ai un 70 heures, pour on va faire faire baisser simple, un peu. si on peut avoir par exemple donc moi ce que je fais mais justement, c'est ce que je fais beaucoup avec, les personnes que j'accompagne, mais on fait, 2-3 séances de renforcement musculaire très courtes de Oui, 20-21 minutes ouais, haute et on intensité. fait, ça dépend du niveau d'intensité, mais plutôt haute intensité, oui. OK, On va faire du circuit training, un enchaînement du coup d'exercices de renforcement ouais, c'est et top quand après tu pas le temps au ça. moins une ou voire 2 séances d'endurance fondamentale et Ouais, justement qui vont permettre, de développer le nombre de mitochondries. Après sur du développement de VO2 max, du coup, j'irai plus du fractionné. Ça, je le fais que si les personnes ont un objectif, de performance, sur un 10 kilomètres ou autre, pour aller, vraiment chercher, cette amélioration-là. Donc développer la VO2 max, développer la VMA et sur l'endurance fondamentale, ça, c'est vrai que j'ai tendance à le recommander à tout le monde, mais je savais bien pas sûr. à que ça mais en fait, c'est logique en soi. Parce que les mitochondries permettent de produire de l'énergie, permettent aux cellules de bien fonctionner et on sait aujourd'hui que les mitochondries, bah, permettent de développer moins de maladies neurodégénératives. Donc c'est logique que si on améliore le nombre de mitochondries, forcément on améliore sa longévité. Mais c'est vrai que je j'avais Ouais, pas, cette idée-là en tête. tout à fait et hem, par rapport aux mitochondries, au-delà de la longévité, savoir que c'est la mère qui transmet ses mitochondries à l'enfant. Le père, tu beau être un triathlète, avoir une VO2 max incroyable, beaucoup de mitochondries et de bonne qualité, tu transmets que dalle.
OK. Alors que la mère justement, elle va transmettre son capital mitochondrial, aux enfants et ça, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que, Donc il faut faire un test génétique à sa femme pour vérifier ça non, avant ouais, de faire les enfants. le alors avant, ça peut être avant, pendant, après, mais Si on le fait après, c'est trop tard pour changer. si on le fait après, faut c'est à l'enfant ensuite à développer son capital, maintenant qu'il est né, mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'on voit que les jeunes aujourd'hui, par rapport à il y a 20 ans, par rapport à il y a 40 ans, ils ont une capacité VO2 max cardio-respiratoire beaucoup plus faible. Ils ont des capacités physiques qui sont vraiment inférieures par rapport à avant. Donc, peut-être en lien avec la sédentarité, une mauvaise alimentation, un sommeil perturbé, les écrans, lumière bleue, et cetera. Mais du coup, en fait, il y a un appauvrissement génétique et mitochondrial de génération en génération dans la population moyenne, hein. On ne prend pas un couple, d'athlètes, de sportifs, évidemment. Une population qui représente, la l'individu moyen, dans la société. Et ça, c'est plutôt inquiétant, je trouve, parce qu'en fait, tu nais déjà avec, moins de capacités, que tes ancêtres. Et ça, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le savent, mais on peut améliorer le patrimoine mitochondrial et potentiellement, génétique aussi par l'épigénétique, de nos enfants. En nous-mêmes, en améliorant un petit peu, certains aspects, alimentation, activité physique, sommeil, but dans la vie, relations sociales. Puis ensuite, il y a plein d'autres optimisations qui peuvent se faire, mais je pense Aujourd'hui, que je ça a pense beaucoup de leviers, qu'on quoi. on sait, enfin la population moyenne, la plupart des gens qui nous écoutent savent que la qualité des spermatozoïdes, par exemple, chez l'homme, Ah bien sûr, dépend du mode de vie et de pas mal de facteurs. ouais, Donc évidemment, oui. aujourd'hui, je pense que les gens sont relativement sensibilisés au fait que, bah, leur mode de vie aura un impact sur le fait d'avoir des enfants ou non et sur certaines maladies qui seront transmissibles aux enfants. Après sur la qualité du patrimoine, qui sera transmis, c'est vrai que ça, les gens n'y sont pas assez sensibilisés et on se rend pas forcément compte de tout ce qui va se passer et on sait pas aujourd'hui Oui. non plus, on connaît pas tout le corps et on connaît pas tout, Oui, l'impact tout génétique de à la fait, oui. transmission héréditaire, donc il y a encore beaucoup à découvrir et beaucoup à pouvoir voir. Mais c'est moi, ce qui me désole, c'est que dans notre société, malheureusement, on a de plus en plus de connaissances et on fait les choses de plus en plus mal. Mmh. Et je me dis: «Bon, jusqu'où est-ce qu'on va aller?» C'est la chose, c'est que potentiellement les personnes qui nous écoutent, ils ont déjà, une partie des connaissances, qu'on a partagées. Le problème, c'est que c'est très difficile de toucher la personne qui ne s'informe pas. Tu vois? Qui ne se nourrit pas intellectuellement, par rapport à sa santé, qui sans doute se nourrit intellectuellement ailleurs, sur d'autres domaines. Mais la chose particulière avec la santé, c'est que ça impacte toutes tes verticales de vie. Peu importe ce que tu fais, peu importe ton activité. Donc si tu as une meilleure santé, en fait, potentiellement, tu peux être un meilleur dans ta profession, dans ton travail, hem, avec les gens qui t'entourent et vivre une vie, je pense un peu plus, comment dire? Un peu plus pleine, je pense. Faire beaucoup plus de choses quand tu as plus d'énergie, que tu es en meilleure santé. Carrément. Et ce serait quoi les 3 meilleurs conseils que tu donnerais à une personne pour facilement améliorer sa longévité Ouais, dès aujourd'hui? OK. Quel type de personne? La personne type que je vais accompagner, donc un homme de 40 ans qui OK, a envie de perdre du poids, qui, travaille beaucoup, qui a pas OK, beaucoup de temps, OK. donc 50 heures par semaine, 2 enfants, appelons-le Patrick. Très bien. Donc, tu vois, là, tu m'as donné plein d'infos, intéressantes qui font que je vais pouvoir un petit peu orienter le diagnostic et puis ce qu'il faut faire. Et Mmh, Patrick s'est mis au padel en pensant qu'il allait, améliorer sa santé et que ça irait beaucoup mieux. c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, bien sûr, C'est beaucoup mieux que rien et pour le coup, là, tu combines 2 activités, cardio un petit peu et social, et sociales et on est sociales. d'accord. Et ça, c'est pas nécessairement le cas si quelqu'un fait juste de la muscu dans son Mmh. garage et des courses, tout seul, dans la ville quoi, avec des écouteurs. Donc pour Patrick, donc qui vient avec une problématique de surcharge pondérale, qui a plus de 40 ans, qui a 2 enfants, qui a un travail stressant, très prenant en termes de temps, déjà il faut voir à quoi ressemble son alimentation.
Faut voir, donc tu m'as dit qu'il faisait un petit peu de paddle, voir le temps qu'il a dans son emploi du temps. Donc, concrètement, qu'est-ce qui est possible pour Patrick, tu vois? Donc ce sera pas Monsieur Univers ou alors il quitte son travail et et il va s'y dédier pendant des années. Mais, ça va être de voir vraiment qu'est-ce qui est possible en termes de temps et en termes d'énergie. Et où est-ce qu'il vit aussi, c'est quoi son environnement? Est-ce qu'il est à la campagne? Il est en ville? Où est-ce qu'il fait ses courses? Où est-ce qu'il peut faire ses courses? Parce que c'est quand même, la première chose avant d'avoir une diète, c'est où est-ce que tu peux, te ressourcer? Où est-ce que tu peux acheter tes aliments et cetera? Donc, c'est déjà, mmh, pour Patrick, les meilleurs conseils que je peux lui donner, c'est déjà de faire le point sur sa situation. Donc, le mieux, c'est avec un professionnel. Dans le pire des cas, enfin, il peut prendre, une IA avec laquelle il va discuter pendant des heures pour avoir des retours et des conseils en lui demandant de vérifier toutes ses sources et de se comporter comme un pro. Et puis ensuite d'avoir un plan et l'appliquer. Dans tous les Super. cas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Moi pour, ça, j'aurais dit déjà, niveau alimentation, manger plus de protéines, plus de légumes, dormir plus. Parce que, Patrick, comme beaucoup, il dort pas assez. Après ça dépend, parfois j'ai des surprises, j'ai des personnes qui dorment vraiment 8 heures, qui font attention, mais c'est vrai que dans la moyenne, j'ai souvent des personnes qui viennent, qui dorment 6 heures par nuit, Ouais, avec un sommeil de qui mauvaise dorment qualité. peut-être 6 ou 8 heures, mais en plus qui dorment très mal. C'est ça. Et du coup, Mmh, en fait, tu as pas vraiment tes 8 heures de sommeil. carrément. Hem, Maintenant, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander sur la longévité, un livre qui t'a marqué? OK. Alors aujourd'hui, la référence, on va dire, vis-à-vis de la longévité est relativement accessible au grand public, c'est Outlive de Peter Attia, donc Je un suis en médecin train de le lire. américain qui est un petit peu la référence sur internet vis-à-vis de la longévité. Ensuite, je lis un livre alors qui est assez, qui est pas facile à lire, qui s'appelle Why We Die, qui a été écrit par le prix Nobel de chimie, qui est sorti l'année dernière. Qui apporte des perspectives assez intéressantes sur, le vivant, le processus de mort, de vieillissement et de mort. Et puis, je pense que Outlive, c'est une bonne, Bah, 1re, c'est un bon Outlive, premier ouvrage. il est facile à lire, il est accessible Ouais, et vraiment moi je le recommanderais, très sympa. Là je le lis, en ce moment et j'aime bien son approche, son histoire. Il donne des moyens. Il y a un petit truc qui m'a marqué par exemple, c'est les 4 cavaliers, qui oui, mènent à la mort. Cavalier de la mort, Bah, c'est facile de s'en souvenir en de fait. l'Apocalypse. Et il donne des petites images comme ça, donc les 4 cavaliers, c'est les 4 maladies, principales qui mènent à la mort Ouais. et il y a plein de petites images comme ça, du storytelling qui est bien écrit. C'est, fait à l'américaine quoi, avec un très bon storytelling, très bien construit. Ça permet de se souvenir de tous les éléments et d'apprendre facilement, des choses qui restent, on va dire pour quelqu'un dont c'est pas le domaine, parce que nous c'est notre domaine, mais pour quelqu'un dont c'est pas le domaine, ça reste quelque chose d'hyper facile à comprendre à travers ce livre-là. Mais le deuxième que tu as cité, je le connaissais pas et bon, s'il est plus compliqué à prendre en main, on le recommandera peut-être pas à part aux plus initiés. Ouais, c'est ça. C'est vraiment si on a envie de creuser, mais sinon il y en a plein d'autres. La chose, c'est que Outlive, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un livre sérieux, c'est bien sourcé, tout est comment dire? Il y a pas vraiment de controverse, tu vois? Par rapport à Outlive, ça se base sur les faits, mais les livres de santé, que ce soit en nutrition, que ce soit en pleine santé et cetera, je trouve qu'il y a énormément de désinformation, tu vois? Mmh, La plupart des livres, je pense, surtout sur la perte de poids, je trouve c'est catastrophique. Enfin, ouais. tu vois, c'est des lectures assez, pas des lectures passionnantes, mais si tu en as lu quelques-uns, en fait, ça va être surtout des méthodes que vont te vendre les livres. Tu as la méthode, cétogène, tu vas avoir la méthode carnivore, tu vas avoir, la méthode, végé, le jeûne, intermittent, le jeûne long. Tu arrêtes de manger. Oui, tu vas perdre du poids, tu vois? Mais est-ce que ce sera pour le mieux? Est-ce que c'est adapté à ta situation, à ton cas, à ton environnement, à ce que tu prévois aussi pour l'avenir, à tes ambitions? Bah, Et est-ce ça que c'est c'est le top pour la santé, quoi?
Ça, c'est juste une question de visibilité. C'est plus facile de faire des vues avec des méthodes comme ça qu'avec quelque chose de plus équilibré, comme on le fait. Maintenant, Tristan, toi, pour te retrouver, du coup, tu postes beaucoup sur LinkedIn aujourd'hui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Oui, alors j'essaie de poster régulièrement sur LinkedIn, mais vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, donc Tristan Maruyama. Également sur YouTube, sur Instagram. J'ai également un podcast que je vais développer, comme toi, parce que je trouve que c'est un format très intéressant sur lequel on a le temps de parler, par rapport aux autres réseaux qui nous, contraignent un petit peu sur un tout petit format très court, 1 minute ou quoi. Donc principalement LinkedIn, YouTube et Instagram, Tristan Maruyama, c'est japonais, Super. c'est dire montagne. Très bien. Ah beh, je savais pas que ça voulait dire montagne. Super histoire ça à raconter. Bah, écoute Tristan, j'espère, être invité sur ton podcast et qu'il marchera. Mettez des commentaires pour que Tristan m'invite, si vous nous écoutez sur YouTube. Si vous nous écoutez actuellement sur Spotify ou autre, pensez à mettre 5 étoiles, c'est important. Tristan, merci beaucoup pour ta venue. Merci Merci Benjamin. pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Pensez à mettre un j'aime, à le partager, à l'envoyer à vos amis et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Force!